Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la femme, étant donné que l'organisation mondiale ou l'organisation du monde islamique pour les sciences et l'éducation et la culture a nommé l'année 2021 l'année de la femme, étant donné que l'Égypte avait baptisé l'année 2017 sous la tutelle et le année de la femme, étant donné que nous avons une vision et une stratégie déjà élaborée pour la femme en matière de autodétermination et en matière d'émancipation et de gain de droits et de postes à occuper pour l'année 2030, une stratégie à long terme, là où il y a énormément de pas à franchir. Devant l'Organisation du monde islamique pour les sciences, l'éducation et la culture, la première dame, Madame Intisar El-Sisi, a présenté une allocution, a donné un discours durant lequel elle a exprimé où elle a passé en revue ce que l'Égypte, en tant qu'administration et en tant que volonté politique, a donné à la femme en matière dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Madame Intisar El-Sisi a bien indiqué que c'était la volonté du chef de l'État depuis 2017. Depuis 2017, l'année à laquelle l'année qui a été baptisée l'année de la femme, et c'était une première. Il faut dire que la femme a occupé des postes auxquels elle n'y avait pas d'accès, comme conseillère de la sécurité nationale, comme femme gouverneure. Et le chef de l'État a récemment demandé à donner ces directives de manière à ce que la femme puisse devenir procureure générale et que la femme puisse faire partie du Conseil d'État en tant que juriste. Donc c'est plutôt dans le domaine judiciaire. Il faut dire que la femme a acquis davantage de sièges au sein du Parlement, au sein du Conseil ministériel, et avec une augmentation de 20% ou de 25% au sein de la Chambre basse et au Parlement, et 27% au sein de la Chambre basse et 25% au sein du Conseil ministériel. Évidemment, la femme qui se sentait encore marginalisée ou éloignée dans certaines régions, eh bien, la femme est aujourd'hui au cœur de priorité de l'État et il y a encore du travail à faire, des entraves à éliminer. Donc nous aurons des appels téléphoniques pour nous en dire plus concernant l'économie, l'inclusion financière pouvant ou susceptible de desservir la femme, notamment la femme dans les sociétés rurales et les régions les moins privilégiées, les femmes qui n'avaient pas d'accès au financement, qui n'avaient pas d'accès aux institutions financières, qui n'avaient pas d'accès aux comptes bancaires. Comment est-ce que les applications et les liens sur téléphone et sur portable ont aidé la femme à effectuer les échanges, à recevoir leur pension de takaful et karama, et à pouvoir avoir un accès direct aux marchands, par exemple, les femmes dans les sociétés rurales qui ont monté des projets et des micro-projets. Nous allons, avant d'aborder notre sujet principal, nous avons un compte rendu concernant le chef de l'État qui a reçu hier, mercredi, le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure, Bernard Emillet. C'était en présence du chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel. Plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, Bernard Emillet. Lors de la rencontre, le chef de l'État a souhaité la bienvenue aux responsables français, lui demandant de transmettre ses salutations au président Emmanuel Macron. Le président el-Sisi a mis l'accent sur l'importance que l'Égypte accorde au renforcement de la coopération stratégique avec la France dans les différents domaines. Le chef de la DGSE a pour sa part transmis les salutations du président Macron au président, soulignant à cet égard l'appréciation et l'importance que la France accorde à ses liens avec l'Égypte, compte tenu du caractère fructueux de la coopération et de l'étroitesse des relations bilatérales sur tous les plans.
Monsieur Emier a également affirmé l'intérêt de la France à poursuivre la coordination avec l'Égypte sur les questions d'intérêt commun dans la région, notamment en ce qui concerne l'évolution de la conjoncture au Moyen-Orient et à l'est de la Méditerranée, ainsi que dans le continent africain, et ce, vu le rôle axial et d'équilibre de l'Égypte dans la sécurité régionale, en vue des efforts efficaces du président Sisi pour appuyer la sécurité et la sécurité régionale. De même porté sur deux dossiers, dont la coopération. Et pour nous donner plus de précisions concernant les projets de l'État, la vision de l'État, l'émancipation de la femme, l'autodétermination de la femme, les postes auxquels la femme n'avait pas d'accès et commence à avoir davantage d'accès, le pourcentage de sièges accordés aux femmes dans les différentes instances, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Mireille Nessim, qui est présidente d'une organisation non gouvernementale. Madame Mireille Nessim, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Maha, merci beaucoup. En fait, je crois que les femmes ces temps-ci vivent une époque très heureuse pour la femme et très avantageuse. La vision de l'État est très encourageante et on peut voir que c'est au cœur de la priorité de l'État. Il y a beaucoup de stratégies qui ont aidé la femme à pouvoir parvenir à une meilleure position, une émancipation, et on voit ça sur tous les niveaux. Non seulement les personnes qui sont arrivées à des postes qui sont vraiment connus, mais aussi ça augmente. Aussi, dernièrement, il y a l'observatoire qui a à faire avec les femmes qui sont sur le conseil d'administration. On est en train de parler ces temps-ci que il doit y avoir, à travers la bourse aussi, et les compagnies qui sont listées sur la bourse égyptienne, que les compagnies doivent avoir sur le conseil d'administration une femme au moins. Et beaucoup d'institutions travaillent sur ce domaine-là pour pouvoir promouvoir cette façon de penser et que les femmes font partie des conseils d'administration. Et effectivement, une des choses, les études ont prouvé que quand la femme fait partie d'un conseil d'administration, il y a beaucoup plus de défis, elle est plus efficace et il y a moins de corruption. Et ce que je dis à propos de ça, c'était une étude qui a révélé que le fait qu'une femme fait partie d'un conseil d'administration fait une très grande différence au niveau de l'efficacité. C'est pas qu'on donne un siège en plus, mais on doit être convaincu que la femme fait une vraie différence, et c'est-à-dire c'est pas par charité qu'elle doit être là ou pour essayer de leur donner le droit, mais elle est là parce qu'elle sait comment se prouver, et en même temps elle a prouvé qu'elle est très efficace et qu'elle fait une grande différence quand elle fait partie d'un groupe. Oui, Madame Mireille Nessim, vous, en tant que présidente d'une organisation non gouvernementale, vous avez un accès direct à la population. Qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau du comportement de la femme, de la culture de la femme, notamment les femmes dans les quartiers et les sociétés les moins privilégiées? Dans quelle mesure les femmes sont devenues ou non conscientes de leurs droits, dans quelle mesure ils ont une meilleure estime de soi ou non? Enfin, vous pouvez me dire qu'on n'est pas encore parvenu ou on n'est pas encore à la hauteur, mais on voudrait savoir, si vous voulez, l'état d'esprit des femmes dans les sociétés, notamment les moins privilégiées. Dans les sociétés moins privilégiées, peut-être on n'est pas arrivé comme dans les autres sociétés, mais en fait, les femmes sentent qu'ils sont soutenues, surtout par le président. Ils sentent que les femmes sont importantes. Et le fait qu'il y ait des présidents, des ministres femmes, ça fait une très grande différence, même à ce niveau-là.
Alors, on entend parler que maintenant, on peut tout faire. Voilà, vous voyez, on a des ministres femmes. Donc, nous sommes capables aussi. Alors, quand il y a un modèle, un role model devant ces femmes-là, ils se sentent vraiment plus émancipées et qu'elles sont capables de faire quelque chose. Et effectivement, au niveau des écoles publiques, par exemple, la plupart des gens qui travaillent en tant que professeurs, ce sont des femmes. Et la plupart des écoles, il faut dire, qui sont bien gérées, c'est à cause que la directrice est une femme. Alors les femmes, et maintenant ils sentent ça, les femmes, elles sentent ça. Les femmes sentent que à cause de nous, on sait qu'on gère mieux. À cause de nous, on est plus attentionné aux détails. Alors ça se ressent. Et je crois qu'après quelques temps, on va le ressentir plus et plus dans les sociétés, dans les communautés moins privilégiées. L'État a une vision quand même pour réaliser une meilleure émancipation et autodétermination de la femme. Qu'est-ce qu'on peut en déduire d'après les stratégies qui sont mises en place? On peut en déduire que l'État a réalisé l'importance de la femme et l'efficacité de la femme. Et c'est un choix. C'est-à-dire, d'après moi, l'État et la stratégie, c'est non seulement qu'il voit que c'est important, que la femme doit avoir le droit égal aux hommes, mais parce que ça a été prouvé. Ils ont vu l'efficacité de la femme, alors ils ont déduit que c'est une bonne idée d'avoir plus de femmes dans des postes qui sont vraiment importants. Madame Mireille Nessim, vous êtes présidente d'une organisation non gouvernementale. Merci infiniment pour votre intervention. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu le Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdok. En présence du Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, le président al-Sisi a exprimé la profondeur des relations stratégiques et liens fraternels liant les deux pays frères et les peuples du bassin du Nil, affirmant le soutien continu de l'Égypte au Soudan à travers la coopération et la coordination dans les divers dossiers d'intérêt commun. Le chef de l'État a passé en revue les derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance dans le cadre de la période critique actuelle que connaît le dossier du barrage éthiopien. Il faut dire aussi, pour revenir à la question de la femme, que Maya Morsi, présidente du Conseil national des femmes, s'est réunie avec les membres du comité des droits de l'homme de la Chambre des représentants, dirigé par le représentant Tariq Radwan. Nous avons plus d'informations à passer en revue dans ce compte rendu. Maya Morsi, présidente du Conseil national des femmes, s'est réunie avec des membres du comité des droits de l'homme à la Chambre des représentants. Dans son discours, Mme Maya Morsi a confirmé que le Conseil national des femmes a fait un bond en avant dans le dossier des femmes au cours des dernières années, en raison de la présence d'une direction politique qui croit en l'importance des femmes et de leur rôle dans la société et les soutient au maximum. Elle déclare que les droits des femmes égyptiennes ne seront pas perdus à une époque qui croit en autant que les femmes sont la soupape de sécurité de la société, comme l'a décrit le président de la République dans l'un de ses mots. Dr Maya Morsi a évoqué le rôle que la femme égyptienne a joué pendant la révolution du 30 juin et son sentiment de peur pour sa patrie, soulignant que la femme égyptienne ne permettra à personne de la priver de ses droits ou nuire à ses gains, qu'elle s'est battue pendant des décennies pour les obtenir. Dr Maya Morsi a expliqué que le Conseil, maintenant, il s'agit de la continuation de ce qu'il a fait au cours des dernières années, depuis sa création en 2000, soulignant que l'Égypte s'est engagée à mettre en œuvre les dispositions de la Constitution égyptienne et les accords internationaux. Une femme égyptienne qui a été approuvée par le président en 2017.
Nous avons en ligne Dr Marianne Azer, qui est membre du Conseil national de la femme, pour nous donner davantage d'informations concernant l'émancipation de la femme, la stratégie de l'État concernant le développement de la femme. Dr Marianne Azer, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci Madame Ma, bonsoir et bonne fête des femmes. Merci. Docteur Marianne Azer, vous-même, ainsi que Madame Mireille Nessim, vous êtes des exemples de femmes indépendantes et de femmes émancipées. Et donc, c'est à travers vos regards et vos yeux que nous voulons voir la femme égyptienne. Docteur Marianne Azer, dans quelle mesure la femme égyptienne a réalisé un progrès ces derniers temps, depuis 2017, l'année qui a été baptisée l'année de la femme? Merci pour cette introduction. Et oui, il faut l'avouer, la femme a beaucoup fait. L'année de la femme était une année pleine d'événements qui sont en faveur de la femme. Et dans tous les pays, il y a une journée, une fête des femmes, mais nous avons tout un mois et toute une année aussi, avec beaucoup de respect pour les femmes, tout le temps bien sûr, pas, non seulement dans l'année des femmes. Ce que je veux dire, que les femmes, il y a une volonté politique pour que les femmes aient le droit de se présenter à toute fonction publique et d'occuper les mêmes postes que les hommes. Nous avons vu il y a 2 ou 3 jours dans les tribunaux, dans beaucoup de choses, les femmes sont là. Et elles sont compétentes, c'est pas parce qu'elles sont des femmes, c'est parce qu'elles sont compétentes et elles méritent leur position. Ainsi, non seulement le droit de se présenter à toute fonction publique, mais aussi de protéger les femmes contre la violence, le harcèlement et les menaces pendant toutes les périodes et d'assurer la sécurité personnelle de la femme. Durant le Covid l'année passée, le Conseil national des femmes a pris beaucoup de mesures pour aider les femmes durant cette période qui était très pénible pour les femmes, spécialement celles qui travaillent dans le domaine médical. Et donc, je crois que la femme maintenant jouit d'un statut beaucoup meilleur qu'auparavant. Mais nous avons beaucoup de rêves pour la femme parce que nous sommes sûrs que la femme peut achever beaucoup. Docteur Marianne Azer, l'État a envisagé plusieurs stratégies de manière à inclure la femme dans beaucoup d'activités, de l'aider à retrouver son autodétermination, d'avoir accès à des postes importants auxquels elle n'avait pas accès. Et il y a une stratégie pour l'année 2030. Dans quelle mesure nous sommes sur la voie de l'achèvement des éléments importants de cette stratégie 2030? Alors, dans cette stratégie, il y a beaucoup de principes, bien sûr, mais parmi les principes les plus importants, c'est donner l'occasion de garantir la santé, la sécurité et le bien-être de la femme, ainsi que l'éducation de la femme, de mettre en œuvre des pratiques permettant d'autonomiser les femmes au niveau du développement des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing. Beaucoup d'initiatives, même on étudie des choses concernant les salaires qui sont sensibles au genre. Donc, je pense que beaucoup de mesures sont là pour garantir que les femmes aient leurs droits et puissent achever tout ce qu'elles peuvent faire, parce qu'il y a beaucoup de potentiel chez les femmes. Spécialement la femme égyptienne, c'est une femme aussi robuste, aussi compétente et en même temps qui a beaucoup de rêves. Docteur Marianne Azer, il y a un des éléments susceptibles d'avorter les progrès et les efforts de l'État, c'est la croissance démographique importante. Dans quelle mesure la femme pourrait contribuer à contenir et à remédier à ce problème de manière à mieux profiter des efforts de l'État? Alors, vous avez mentionné quelque chose de très important. Cette affaire de démographie est quelque chose qu'il faut envisager et vite.
La première chose, c'est la conscience. Il faut y avoir une conscience et les femmes doivent savoir qu'elles ont un rôle très important dans ce sujet-là, parce qu'autrement, cette démographie avale tout progrès économique. Alors, il faut parler aux femmes d'une façon très pratique, leur donner des leçons comment aider l'État à envisager cette croissance, parce que la croissance est vraiment grande et aucun État ne pourra résister à un tel nombre qui augmente d'une année à l'autre. Donc je crois que la femme a le rôle essentiel en concernant ce sujet. Quand même aussi, il y a les efforts du gouvernement d'aider les femmes à limiter cette croissance démographique. Il faut dire que l'Égypte est un pays jeune au niveau de la démographie, au niveau de la population à 65%. La population égyptienne est une population jeune. Dans quelle mesure pourrait-on profiter de la catégorie d'âge de cette population de manière si on peut le dire, à exporter au marché externe des populations, là où il y a les populations beaucoup plus âgées en Europe et ailleurs, et dans quelle mesure pourrait-on, nous, profiter de cette jeunesse? Alors, la jeunesse est considérée comme un trésor national, c'est ce que je peux dire. Nous avons la chance d'avoir un grand nombre, un grand pourcentage de jeunes en Égypte. Quand même, il faut aider ces jeunes à construire leur vie et à construire le pays. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire concernant non seulement l'éducation, mais le service national. Comment servir le pays, comment cette force de jeunes peut faire beaucoup de choses et aider le gouvernement. Ils peuvent avoir leurs entreprises, comment profiter des fonds que le gouvernement offre aux jeunes pour que les jeunes aient leurs projets et leurs compagnies. Il y a beaucoup de jeunes qui ont achevé des choses concernant l'économie. Ils ont fait leur compagnie, ils l'ont vendue, ils sont maintenant des experts, mais il y a un grand pourcentage de jeunes qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être dirigés à ces fonds qui peuvent l'aider, qui a besoin d'augmenter leur capacité personnelle en tant que communication, en tant de toutes les traits qui peuvent les aider à avoir un vrai succès dans leur vie. On ne veut pas exporter nos jeunes à l'étranger, il faut profiter de ce trésor dans le pays. Les projets nationaux qui sont là dans tous les pays, soit dans les routes, soit dans la construction, peuvent profiter de ce nombre de jeunes. Non seulement les projets nationaux, mais il y a la technologie qui est un chemin ouvert pour tous les jeunes. Et le ministère de télécommunications offre beaucoup de fonds pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, pourvu qu'ils ont des idées et qu'ils offrent ces idées et qu'ils les exposent au ministère. Ils peuvent prendre des fonds, commencer leurs projets. Donc la technologie aussi est un aspect très important pour les jeunes et c'est le futur des jeunes et le futur du pays. Docteur Marianne Azer, la Constitution inclut, la Constitution de 2014, 20 articles en faveur de la femme. Est-ce que d'autres articles ou d'autres lois sont en voie d'amendement ou est-ce qu'il y a d'autres lois à incorporer de manière à garantir davantage de droits aux femmes, notamment les femmes les moins favorisées et les femmes qui ou qui ont été exposées à la violence, les femmes qui subissent des cas de divorce difficiles? Oui, en ces jours-là, le Parlement discute la loi
des droits personnels. Ça, c'est quelque chose de très important, non seulement pour les femmes, mais pour la société. Il faut changer ces lois en faveur de tout le monde pour avoir une société équilibrée. Il y a eu des amendements dans les lois concernant l'héritage, par exemple que celui qui déprive ou ceux qui déprivent une femme de son héritage se rendent en tribunal parce que ça arrive dans les endroits moins privilégiés. Donc il y a eu beaucoup d'amendements et de changements pour les lois pendant les 5 années précédentes, mais je m'attends à d'autres changements les jours prochains. Ma dernière question, docteur Marianne Azer, très rapidement, les femmes la violence, ça existe, les femmes battues, les femmes qui ont subi des cas de divorce difficiles, comme on vient de le dire, les femmes qui n'ont pas d'endroit où elles pourraient s'y rendre, chose qui pourrait les obliger à rester dans des ménages inappropriés. Est-ce que ces femmes ont quelqu'un pour les aider? Est-ce qu'il y a des avocats au cas où elles n'auraient pas les moyens d'avoir des avocats? Est-ce qu'il y a des avocats à travers une instance, par exemple, comme le Conseil national de la femme ou autres, qui sont là pour les aider? Alors, vous avez mentionné un sujet très important parce que la violence, je pense que ça a augmenté pendant les années précédentes. Il y a beaucoup de raisons, mais quand même, il y a des abris pour les femmes qui ont de la violence dans leur vie. Il y a des abris spécialisés. Il y a des avocats à travers le Conseil national des femmes. Ces femmes ne sont pas seules. Elles peuvent avoir des conseils. Elles peuvent avoir quelqu'un pour les aider dans ces affaires parce que vraiment, quand la femme est en sujet de violence, elle devient beaucoup plus faible et elle a besoin de support et de soutien. Docteur Marianne Azer, vous êtes membre du Conseil national de la femme parmi beaucoup d'autres fonctions. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a 6 ans, le président Abdel Fattah el-Sisi a montré sa volonté de soutenir la femme. Le président a donné ses directives en faveur de l'autonomisation et le soutien des femmes et de l'égalité des sexes, outre l'adoption des lois stratégiques et programmes exécutifs qui sont susceptibles de mettre en œuvre des directions gouvernementales et non gouvernementales pour créer un climat propice pour les efforts déployés pour toutes les tranches de la société. Plus d'informations dans ce compte. Le président a donné ses directives en faveur de l'autonomisation et du soutien des femmes et de l'égalité des sexes de certaines dispositions pénales. La loi régissant le fonds d'assurance familiale a été modifiée afin d'augmenter ses ressources pour répondre aux besoins des femmes. La nouvelle loi de l'investissement garantit l'égalité des chances d'investissement pour les hommes et les femmes. La loi de 2019 sur les assurances sociales et les pensions de retraite a été promulguée. Les amendements constitutionnels pour l'année 2019, notamment la modification de l'article 102 de la Constitution concernant l'attribution de 25% des sièges au Parlement aux femmes. L'État a directement affecté 14% du budget général aux féminines, dont 663 millions de livres pour les femmes chefs de famille bénéficiant d'une assurance médicale entre 2015 et 2020. Le président el-Sisi a adopté la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes égyptiennes 2030 en 2017 en tant qu'une feuille de route pour le gouvernement égyptien pour la mise en œuvre de tous les programmes et activités en faveur de l'autonomisation des femmes. Cette stratégie comprend 34 des indices objectifs du développement durable et se compose de 4 axes. L'autonomisation politique et leadership, l'autonomisation économique, l'autonomisation sociale et protection, en plus des législations et la culture comme axes croisés pour tels 4 axes. La dernière période a témoigné une augmentation du pourcentage de la représentation des femmes ministres au Conseil des ministres, de 6% en 2015 à 25% en 2018, ce qui est la plus forte représentation de femmes au sein du cabinet en Égypte.
Une augmentation du pourcentage de la représentation des femmes au Parlement égyptien de 2%. 26 nouvelles femmes juges ont été nommées dans les tribunaux de première instance et 66 femmes juges dans les tribunaux égyptiens. Et 6 femmes juges ont été nommées vice-présidents du Conseil égyptien des affaires de l'État, où le nombre de femmes juges a atteint 430. En 2017 et en 2018, la nomination des premières femmes gouverneurs dans les gouvernements El Behera et Damiet. En 2018, la nomination d'une femme en tant que vice-gouverneure de la Banque centrale. En 2018 également, la nomination de la première juge femme de la Cour pénale égyptienne et la nomination d'une présidente du tribunal économique. La proportion de femmes employées dans le corps gouvernemental a atteint 44,5% et la part de femmes investisseuses en bourse a atteint 30%. Le président Abdel Fattah el-Sisi a promulgué un décret républicain en février 2017 portant sur la création du Conseil national des parlements sous les auspices de la présidence de la République. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées auprès des femmes égyptiennes au cours des 6 dernières années dans tous les gouvernorats égyptiens sur les produits financiers et bancaires. En outre, une campagne médiatique lancée à propos de l'inclusion financière, du renforcement des connaissances et de la culture financière pour changer la mauvaise culture sociétale. Les femmes représentaient 65% des bénéficiaires des programmes de formation des employés du gouvernement. L'inclusion financière était destinée a priori aux femmes, outre la jeunesse et outre les gens qui avaient besoin de l'aide et du soutien. En général, de manière à pouvoir monter leurs projets, les petites et moyennes entreprises, les petits projets et les micro-projets. Nous avons juste 2 minutes avec Dr Passan Fahmi, qui est experte en économie. Dr Passan Fahmi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Docteur Passan Fahmi, au terme de notre rencontre, l'inclusion financière a pointé du doigt les femmes, notamment dans les sociétés rurales, les femmes qui n'avaient pas d'accès aux institutions financières, aux banques, aux comptes, qui n'avaient pas les moyens. Et on a parlé dans les conférences, et notamment la Banque centrale avait bien évoqué la possibilité de créer des institutions financières pour pouvoir financer les petits et moyens projets. Dans quelle mesure les femmes dernièrement ont profité de ces stratégies ? Il faut mentionner que les femmes, honnêtement, ont présenté leurs projets d'une façon qui n'était pas attendue. C'est-à-dire, nous devons savoir qu'il y a un grand pourcentage de la population égyptienne où les femmes supportent leur maison, c'est-à-dire supportent la famille. Et ils sont capables de développer des petites entreprises, même dans leur propre maison, et produire des produits que, comme institution ou comme pays, nous pouvons en profiter non seulement localement, mais il faut aussi les organiser de telle façon qu'on les exporte à l'étranger. Alors, ils ont la possibilité ces jours-ci d'avoir accès non seulement aux banques, mais aussi à des compagnies qui sont faites spécialement pour aider les femmes, surtout dans les gouvernorats et dans les villages qui existent partout. Et ils ont le talent aussi de produire des produits différents partout sur le côté national. Alors là, c'est un projet très important. Le gouvernement supporte, Monsieur le Président supporte personnellement, parce que, je répète, il y a un pourcentage assez élevé de femmes qui vraiment supportent leur famille. Non seulement parce que, par exemple, le mari n'est pas là, mais même en présence de l'homme, la participation de la femme, et parfois elle travaille de chez elle, est un côté très important sur la stabilité économique qui aide à la stabilité sociale du pays. Alors oui, il y a beaucoup de programmes qui sont là, que ce soit des programmes gouvernementaux ou bien des programmes qui sont présentés par des institutions privées pour supporter la femme. Et on a vu un grand succès quand on visite les expositions qui sont faites. Honnêtement, la femme égyptienne produit des produits qui peuvent être exportés au monde entier et vraiment, ça peut constituer notre économie en parallèle à l'économie moyenne et géante. Docteur Passan Fahmi, vous êtes expert en économie. Merci infiniment pour votre intervention. On aurait souhaité en savoir plus, mais on est parvenu au terme de notre rencontre. Aujourd'hui, nous avons consacré notre rencontre à la femme.
à partir de toutes les perspectives. Le mois de mars est un mois consacré à la femme, que ce soit la journée nationale de la femme, la journée internationale de la femme ou que ce soit la fête des mères le 21 mars. C'est le printemps. La femme est la moitié de la société, voire même un peu plus. Et l'État est derrière les femmes. L'État élabore des stratégies de manière à réaliser une vraie autodétermination de la femme, une vraie volonté. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.